Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ramadan Moubarak à vous tous qui regardez Hightech 221. La finale du Gaindé Startup Challenge a battu son plein. Nous en voulons pour preuve M. Mohamed Diouf qui va en parler avec nous. Le Challenge Gaindé 2000, pour un petit rappel, est à sa 4e édition. Donc, il a pour but de rassembler les instituts d'enseignement universitaire postsecondaire pour identifier les 2 meilleures entreprises qui vont être incubées pour une année à partir d'un sujet que nous choisissons chaque année. Cette année, nous avons choisi l'intelligence artificielle dans le cadre de vie. Nous avons eu 12 équipes, nous en retenons 4 pour la finale. Les 4 pour la finale et les demi-finales que nous faisons ce jour-ci regroupent 8 équipes, STM, UAZ, Subinfo, Subdeco, UKO, IPG. Donc, comme on l'a dit précédemment, nous procédons par phase, et la première phase, c'est déjà de sensibiliser les écoles pour la participation. Une fois que nous avons reçu un certain nombre de participants, nous faisons une première phase d'évaluation qui permet d'identifier cette année 12 équipes, 13 hein, et de là nous gardons 8 et à la toute fin, il y en aura 4 qui iront à la finale et pour identifier 2 qui seront incubés, comme nous l'avons dit précédemment, pendant une année. Bon, j'ai parlé de l'incubation, il y a 1 million pour les accompagner, mais on ne parle pas forcément de récompense, on parle vraiment d'un package d'accompagnement qui commence par la création de l'entreprise, l'incubation où ils peuvent avoir leurs locaux, les infrastructures, toutes les commodités, l'Internet, l'électricité. On va jusqu'à leur apporter l'eau, mais sans aussi oublier qu'on compte aussi toute l'expertise de Gaindé 2000 pour les amener à mieux développer leur entreprise. Ça peut aller de la comptabilité juridique, rédaction de contrats et même en sous-traitance certains contrats qu'on peut leur octroyer. Si vous faites partie comme moi des personnes qui ont l'habitude de perdre leur carte d'identité, alors M. Hadim Dia a pour nous trouver la solution. En effet, nous allons vous présenter une application mobile qui s'appelle Samacarte et qui vous permet de retrouver vos cartes d'identité perdues. Samacarte, c'est une application que j'ai développée tout récemment. Bon, l'application consiste à permettre aux gens qui ont oublié leur pièce d'identité dans les systèmes de transfert d'argent et même dans les bus, de leur permettre d'avoir une chance de retrouver les pièces d'identité à travers une application que j'ai développée et que j'ai nommée Samacarte. Bon, le but de Samacarte, on est parti d'un constat. Le constat est que si vous rentrez dans les systèmes de transfert d'argent, les gens qui viennent là-bas pour envoyer de l'argent, des fois ils oublient là-bas leur pièce d'identité. Ou bien si vous rentrez dans les États aussi, il y a des personnes qui oublient là-bas leur pièce d'identité. Et une pièce d'identité, c'est quelque chose de primordial pour une personne. Parce que non seulement une personne, pour pouvoir voter, il faut sa pièce d'identité. Pour avoir de l'argent, il faut sa pièce d'identité. Et aussi, au-delà, l'État dépense beaucoup d'argent pour la construction de ces cartes. Donc, quand on avait fait ce constat, on s'est dit que pourquoi pas créer une application qui va permettre aux gens qui ont oublié ici leur pièce d'identité d'avoir une chance de le retrouver à travers une application. Pour utiliser l'application Samacarte, il faut d'abord se rendre dans Play Store. Dans la barre de recherche, vous écrivez Samacarte. Vous écrivez Sama. Sama, c'est un nom en Wolof. Ensuite, carte. Vous le collez. Pas d'espace entre les deux mots. Ensuite, vous recherchez l'application. Vous le téléchargez dans votre téléphone. Vous l'installez. Vous ouvrez l'application. Si vous ouvrez l'application, tu vas voir une liste. Une liste sur laquelle on aura toutes les pièces qui ont été postées, qui ont été perdues par des gens et qui ont été postées dans l'application. Maintenant, si dans l'application, tu veux poster une pièce, il y a tout à fait en bas, il y a un bouton plus. Tu appuies sur ce bouton-là et il y a un formulaire qui va s'ouvrir. Maintenant, tu vas choisir la photo de la pièce, ensuite tu remplis la formulaire et tu mets enregistrer. Et puis ça va dans la liste. Si la personne tombe sur l'application et qu'il télécharge et qu'il l'installe sur son téléphone, il voit sa pièce d'identité là-bas, il pourra vous contacter, vous allez lui dire où il a oublié la pièce et comment il va faire pour retrouver la pièce. On a créé l'application parce qu'on a constaté qu'ici au Sénégal, il n'y a pas une plateforme genre
comme application ou site internet. Si une personne a perdu quelque chose, comme sa pièce d'identité ou un document, il pourra aller là-bas directement pour le consulter. C'est dans ce but qu'on a réfléchi et on a décidé de créer l'application pour permettre aux personnes qui ont perdu leur pièce d'identité ou leur document, que ce soit dans un système de transfert d'argent ou dans les bus, d'avoir une possibilité, d'avoir une chance de le retrouver, quoi. Dans le dossier TechZoom de ce numéro, nous allons parler des métiers du numérique. Et par cela, nous entendons parler de l'animation 2D, 3D. Qu'est-ce que l'animation numérique 2D, 3D? Nous allons aller à sa découverte. L'animation 2D 3D est une technique d'animation numérique équivalent à l'animation en volume dans un monde virtuel. Les animations 2D 3D sont des œuvres artistiques complexes dont dépend la maîtrise de multiples procédés. L'illusion se façonne autour de la création d'un univers et de personnages à la fois surprenants et d'une réalité presque palpable. C'est quoi la définition de l'animation 2D 3D? L'animation 2D, c'est le fait de donner vie à une forme ou image figée. L'animation, c'est comme si on donnait vie à un dessin. Par exemple, quand on dit bande dessinée, c'est des images fixes. Exemple, le dessinateur compose l'animation dans un espace bidimensionnel. Et quand on dit dessin animé, c'est le fait de donner vie à ces images à travers un certain logiciel. Cet espace bidimensionnel n'existe que sous une forme numérique. Donc, ça nous permet de réaliser des films d'animation. Simulés par un logiciel dans l'ordinateur. Derrière la puissance des ordinateurs et des logiciels, le formidable génie humain a permis d'accéder à un rêve, donner la vie à une matière technologique, plutôt abstraite au départ, et à mettre en place des histoires sans limitation pour l'imagination. Quelle est l'utilité? L'animation, son utilité, c'est de réaliser des films d'animation ou des publicités en animation. L'utilité de la 2D, ça sert à véhiculer des messages de sensibilisation, des messages de morale, civisme. Ou faire des jingles, s'il s'agit de l'animation 3D. Et tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel en fait. Apprendre et comprendre l'histoire par exemple du Sénégal ou Afrique, Asie, Europe, etc. Ça sert aussi, l'utilité sert aussi à passer des spots publicitaires par le biais de l'audiovisuel. L'évolution des technologies numériques de l'image a révolutionné les secteurs du divertissement et du spectacle. L'animation, les jeux vidéo, le cinéma et la publicité. Les images de synthèse 3D envahissent notre quotidien visuel. La production de cinéma d'animation connaît depuis quelques années une progression considérable, causant ainsi la quasi-disparition de l'animation traditionnelle. Est-ce que ce métier marche bien au Sénégal? Oui, vous savez aussi, ça dépend aussi de quel secteur en fait. S'il s'agit de faire des spots publicitaires, ça marche. C'est un métier qui marche bien au Sénégal, peut-être dans un proche futur. Actuellement, on voit que le public du dessin animé a augmenté. Il y a différents types d'âge maintenant qui regardent le dessin animé. Par contre, l'animation telle qu'elle est, le Sénégal n'a pas encore cette culture en fait. Tout en espérant que nous, les acteurs qui sont dans ce milieu, on va retrouver notre salut dessus. C'est des marchés qui peuvent venir d'extérieur. Quelqu'un qui vient d'Europe ou quelqu'un qui vient, je sais pas, en Afrique, en dehors du Sénégal, qui peut te proposer de faire un film d'animation. Mais aussi, comme tout travail, il y a de l'exploitation dessus. Donc du fait, je dirais que c'est quelque chose qui ne marche pas, franchement, pas au Sénégal. Pour l'exploitation, si on bannit ces actes-là, j'espère que Inch'Allah, ça va aller. Est-ce que ce métier a un avenir au Sénégal? Ça dépend aussi des jeunes qu'on va former. Si on forme beaucoup plus de jeunes, parce qu'ici il y a beaucoup d'artistes qui font le dessin, qui sont très forts en dessin, mais qui n'ont pas encore cette chance de découvrir l'animation en fait. Il y a des écoles de formation qui forment les jeunes sur la 2D. Si on a cette chance de former ces jeunes-là, on peut dire que peut-être ça va évoluer d'ici quelques années. Mais
Je ne pense pas pour le moment. Je pense que le métier de la 2D a beaucoup d'avenir, vu aussi qu'il y a le public qui s'intéresse de plus en plus sur la 2D. Dans la plupart des cas, les objets et personnages sont construits suivant des modèles à 3 dimensions. Et des algorithmes informatiques traitent ces modèles pour générer l'image en simulant une lumière incidente. André Onana, bonjour. Bonjour, monsieur Basile. Vous êtes enseignant-chercheur à l'ESMT. C'est bien ça. Alors aujourd'hui, la technologie avance, on parle beaucoup de digital, mais vous, en tant qu'enseignant, comment le digital peut transformer l'enseignement au niveau Afrique en général? Très bien, merci beaucoup monsieur Nian. Je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez de parler un peu de l'usage des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Alors aujourd'hui, l'Afrique est caractérisée aujourd'hui par une forte digitalisation. On peut prendre pour preuve notamment la pénétration du téléphone mobile. Aujourd'hui, quasiment toute la population utilise un téléphone mobile et a accès aux services qui vont avec. Alors lorsqu'on regarde aujourd'hui l'éducation, les TIC peuvent jouer notamment sur l'éducation de 2 manières. Premièrement, l'accès. Alors aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, on peut réduire la distance qu'il y a entre les apprenants et ceux qui délivrent les enseignements. Je prends un exemple. Si vous avez quelqu'un qui est situé dans une région, il peut aujourd'hui accéder à l'éducation, de la formation à travers notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le e-learning. Alors dans notre métier aujourd'hui, les MOOC sont la matérialisation la plus visible aujourd'hui de ce que les TIC peuvent apporter à l'enseignement. Aujourd'hui, vous pouvez être au Sénégal et suivre une formation de Harvard sans avoir à vous déplacer. La deuxième chose, c'est que les TIC peuvent jouer notamment sur les contenus. Déjà au niveau de la création de contenu. C'est-à-dire que grâce aujourd'hui au TIC, on peut créer de meilleurs contenus et rendre nos enseignements beaucoup plus dynamiques. J'en veux pour preuve par exemple l'utilisation de la réalité augmentée qu'on peut appliquer notamment à l'enseignement à travers ce qu'on va appeler notamment les Serious Games. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants ont la possibilité, au lieu d'aller en stage, de pouvoir faire exactement la même chose qu'ils feront en stage dans un laboratoire qui utilise notamment la réalité augmentée. Il y a beaucoup d'autres usages comme ça qu'on peut notamment appliquer au secteur de l'enseignement et qui nous viennent notamment des TIC. Mais souvent, on remarque qu'en Afrique, on parle beaucoup de la connectivité, de l'accès à l'infrastructure. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi un frein? Et il n'est pas temps, en 2018 quand même, de changer d'étape et d'avancer? Alors effectivement, tout ce que je viens de dire, on peut le relativiser. Parce que tout ce que j'ai dit n'est possible que si effectivement on a accès à un Internet de très haut débit à moindre coût. Alors l'Afrique a fait des efforts dans ce domaine-là, mais force est de constater qu'il y a encore des améliorations à faire. Donc je pense qu'effectivement que nos gouvernements, les opérateurs et tous les acteurs, notamment du secteur des TIC, sont en train de réfléchir sur une stratégie et une politique qui va permettre notamment d'accéder à de l'Internet à très haut débit et à moindre coût. Effectivement, c'est ça le petit blocage aujourd'hui qu'on peut observer notamment en termes d'utilisation des TIC dans le secteur éducatif. Mais on remarque aussi que l'Afrique est le continent qui a le plus de mobiles dans le monde, si on le voit. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi important, ou bien il n'est pas le temps aujourd'hui pour les enseignants d'adapter ce petit appareil qu'on a entre nos mains pour pouvoir avancer dans ce qu'on fait? Effectivement, ça se fait déjà. Je vous prends un exemple aujourd'hui. Vous avez des enseignements qui se font aujourd'hui via WhatsApp. C'est-à-dire que l'étudiant, il reçoit ses cours et il interagit avec l'enseignant via une application mobile qui est sur son téléphone. Donc aujourd'hui, ce sont des choses qui se font, mais à une petite échelle et qu'il faudrait notamment élargir dans une dimension beaucoup plus grande. Mais ce sont des initiatives qui se font déjà. Maintenant, il faudra trouver dans quelles circonstances l'agrandir dans une échelle beaucoup plus grande. Moi, je vais prendre mon exemple aujourd'hui. Il m'arrive de faire des enseignements via le canal WhatsApp. Les supports de cours sont envoyés aux étudiants via WhatsApp et nous créons un forum de discussion où on interagit via WhatsApp. Et c'est assez intéressant. Il n'y a pas en fait un retard de certains par rapport à cette nouvelle façon de donner des cours, par exemple? Oui, oui, et c'est comme je le disais, en fait, déjà ça va dépendre de la sensibilisation que les enseignants auront par rapport à ces nouvelles technologies. Donc c'est pourquoi il y a un travail aussi à faire pour former
les enseignants de demain sur l'impact des technologies, sur tout ce qu'ils font comme activité pédagogique. Donc il y a une prise de conscience qu'il faut avoir dans un premier temps et cette prise de conscience peut venir de façon individuelle ou impulsée par une dynamique qui est mise en place, soit au niveau des campus, soit au niveau beaucoup plus global de la politique de formation même. Voilà. Et même au niveau de la formation, j'entends souvent dire que souvent les élèves ou les étudiants sont mieux connectés que les professeurs. Ça pose problème. Oui, on peut le dire relativement. Tout dépend dans quel contexte on est. L'enseignant qui est en milieu urbain, il a forcément accès aux technologies de façon égalitaire ou même davantage plus par rapport à l'étudiant. Mais effectivement, si on va dans les zones un peu reculées, on peut observer des petites démarcations par rapport à l'accès. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'accès il est plus ou moins égalitaire. Le seul problème peut-être qu'on peut observer, c'est l'utilisation. Parce que moi, je fais la différence entre l'accès et l'utilisation. Nous avons tous accès à égalité, mais c'est l'usage qui est différent. La génération Y utilise beaucoup plus que l'ancienne génération. C'est peut-être ça, mais sinon, on a tous accès au TIC de façon égalitaire, je pense. Merci André Onana. C'est moi qui vous remercie. C'est déjà fini, ça ne dure que 6 minutes, malheureusement. Malheureusement. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Hein. Merci pour tout. Il est l'heure de vous laisser avec le Tech Tips de la semaine. Bonsoir Mary. Aujourd'hui, nous allons parler de comment booster sa connexion Internet, un sujet qui passionne dans le monde connecté. En effet, s'il existe un domaine où la concurrence fait monstre dans la technologie web, c'est bien la vitesse d'exécution des tâches, partant du matériel physique à la connectivité Internet. C'est bien cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui. Une connexion lente, c'est ce qu'il y a de pire chez les internautes. Cela peut même impacter sur notre humeur dans la journée, au travail ou bien à la maison. Mais attention, il ne s'agit pas ici de bidouiller votre dispositif d'accès à Internet, votre Livebox par exemple, mais plutôt d'éviter tout ce qui est blocage ou restriction pour ainsi vous permettre d'utiliser au maximum votre bande passante. Donc, nous parlerons beaucoup plus d'optimisation de votre connexion Internet. Alors, l'astuce proposée aujourd'hui vous permettra de récupérer plus de 20% de votre bande passante. Pas mal, non? Pour ce fait, rendez-vous sur l'éditeur de stratégie en tapant jpedit.msc dans la barre de recherche et suivez les étapes comme montré sur l'image. Développez le dossier réseau dans Modèle d'administration, puis cliquez sur Planificateur de paquets QoS. Ensuite, sur le volet de droite, double-cliquez sur Limiter la bande passante réservable. Ensuite, cochez Activer, puis mettez la valeur à 0 en bas dans l'espace limite de la bande passante. Enfin, cliquez sur Appliquer, puis OK, tout à fait en bas. Redémarrez votre ordinateur et le tour est joué. Vous venez de récupérer 20% de votre connexion Internet. Ces astuces n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de votre ordinateur et vous permettront d'aller un peu plus vite dans la navigation Internet. D'ailleurs, nous vous invitons à éviter toute offre de boost de connexion d'Internet sur le web ou bien d'autres plateformes. Certains malfaiteurs utilisent ces termes pour vous pirater ou bien vous soutirer des informations. Le conseil ne change pas. Tournez 7 fois le doigt avant de cliquer sur le web. Merci. Ce Tech World a tout d'un smartphone. En effet, je vais vous présenter le nouveau BlackBerry, le BlackBerry Key2. Découverte. Ce nouveau smartphone BlackBerry devrait être doté d'un écran de 4,5 pouces avec une définition de 1620 sur 1080 pixels. Le design, dont il avait été déjà question dans d'autres fuites, montre que l'appareil sera doté d'un clavier physique, ce qui a longtemps permis à la marque de se démarquer de la concurrence. BlackBerry mise donc sur la nostalgie des consommateurs ou ceux qui ne sont pas fans du clavier tactile. Les autres caractéristiques techniques du téléphone correspondent à ce que l'on peut attendre d'un terminal de moyenne gamme. Ainsi, le BlackBerry Key2 sera équipé d'un processeur Snapdragon 660, de 6 Go de RAM ainsi que de 64 Go de mémoire interne. La batterie, avec une capacité de 3360 mAh, devra garantir une bonne autonomie à l'appareil. Comme beaucoup de smartphones de milieu de gamme, il y aura un double capteur photo.
Et on continue sur la même lancée des nouveautés smartphones en vous présentant le Nokia Steel HR. Allons-y. La Nokia Steel HR aborde un design soigné, tout en rondeur et cercle de métal, avec 2 cadrans et un affichage analogique de l'heure avec ses aiguilles. L'autonomie atteint 25 jours, un record dans le secteur, et jusqu'à 20 jours supplémentaires en mode économie d'énergie, tout en se rechargeant en 2 heures seulement. La montre permet de suivre et de contrôler son rythme cardiaque pendant l'effort comme au repos et suit automatiquement jusqu'à 10 activités, comme la marche, la course, la natation et la distance parcourue. Ainsi prend fin ce numéro de Hightech 221. J'espère que vous avez aimé la présentation et encore plus les sujets proposés. En attendant, nous en profitons pour remercier tous les partenaires de Hightech 221 et nous vous souhaitons un bon retour.